La personne qui vous aime le plus est aussi celle qui vous blesse le plus. Ça vous a fait un drôle d'effet, n'est-ce pas? Parce que nous sommes tous passés par là. Une mère, un amant, un meilleur ami. Et la blessure la plus profonde vient précisément de l'endroit où l'on a besoin de faire confiance. Carl Jung n'aurait pas parlé de coïncidence. Il aurait parlé de nécessité. Et à la fin de cette vidéo, vous vous comprendrez vous-même, et non cette personne. Réfléchissez. Qui sont les personnes qui vous ont le plus blessé dans votre vie? Un nom vous est-il venu à l'esprit? Très probablement, ce n'est pas un inconnu. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez de loin, quelqu'un que vous avez croisé quelquefois, quelqu'un qui a laissé une trace éphémère dans votre vie. Ce nom appartient à quelqu'un à qui vous avez consacré des années de votre vie, à qui vous avez confié vos secrets, à qui vous vouliez être présent dans vos moments les plus difficiles, à qui vous pensiez peu être. Que ferais-je sans cette personne? Une mère, un père, un partenaire que vous avez aimé pendant des années, un ami qui a été à vos côtés depuis l'enfance. Et c'est précisément pourquoi la profondeur de cette blessure est différente. Une déception ordinaire vous contrarie, mais elle vous détruit. Une déception ordinaire passe, mais celle-ci laisse une cicatrice. Car cette douleur n'a pas seulement touché la surface, elle a frappé la couche la plus protégée, la plus vulnérable, la plus naïve de votre âme. Et vous vous êtes toujours posé la même question. Pourquoi? Pourquoi cette personne en particulier? Jung a étudié cette question pendant des années. Il a écouté les histoires de ses patients. Il a observé des schémas récurrents. Et il a compris ceci. Cette douleur n'est pas une coïncidence. Cette douleur n'est pas un simple coup du sort. Derrière cette douleur se cache un mécanisme profondément humain et constant. Mais pour comprendre ce mécanisme, il nous faut d'abord nous défaire de cette fausse croyance. Le problème venait de cette personne. Je sais que cette phrase semble juste, car cette personne a bel et bien commis une erreur. Elle a bel et bien dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle a bel et bien fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Nous ne minimisons pas cela. Nous ne le rejetons pas. Mais Jung pose la question. Pourquoi cette douleur a-t-elle infligé une blessure bien plus profonde que la même erreur commise par quelqu'un d'autre? Pourquoi ces mêmes mots, prononcés par un inconnu, vous ont-ils seulement perturbé, alors que, prononcés par cette personne, ils vous ont anéanti? La réponse ne réside pas en cette personne. La réponse réside dans ce que vous avez apporté à cette relation. Les liens que nous tissons avec ceux que nous aimons ne se limitent pas à une simple proximité émotionnelle. Ces liens sont aussi un terrain de réflexion. Nous projetons sur cette personne nos croyances les plus profondes, nos peurs les plus enfouies, nos besoins les plus refoulés. Inconsciemment, involontairement. Et c'est précisément pour cette raison que, lorsque cette personne nous déçoit, elle touche notre point le plus vulnérable. Il ne s'agit pas d'une accusation, ni contre vous, ni contre cette personne. C'est l'une des vérités les plus fondamentales et les moins abordées de la psyché humaine. Et lorsque vous prenez conscience de cette vérité, vous commencez à percevoir cette douleur et vous-même sous un jour nouveau. Car le problème n'est pas la relation en elle-même. Le problème réside dans ce que vous y apportez. Et nommer cette chose, c'est ce que nous ferons ensemble dans le reste de cette vidéo. Il est également important de préciser que faire face à cette vérité ne signifie pas exonérer cette personne. Jung n'a jamais dit « le comportement de l'autre personne n'a pas d'importance ». Au contraire, il a dit « si le comportement de quelqu'un peut vous affecter si profondément, vous ne pouvez pas vraiment comprendre cette relation vous-même, ni votre future relation sans comprendre la source de cette profondeur. Car réfléchissez à ceci. Lorsqu'une personne que vous connaissez à peine vous dit la même chose, vous l'oubliez quelques jours plus tard. Mais lorsqu'une personne en qui vous avez confiance depuis des années dit la même chose, vous vous souvenez encore clairement de ce moment des années plus tard. Les mêmes mots, une profondeur différente. D'où vient cette différence? De la place que vous accordez à cette personne, du poids de la signification que vous attribuez à cette relation. Et c'est là que l'observation la plus frappante de Jung entre en jeu. Nous accordons inconsciemment le plus grand pouvoir aux personnes que nous aimons le plus. Nous leur disons « ils peuvent me compléter ». Nous disons « ils peuvent me comprendre ». On se dit « ils peuvent m'aimer sans me montrer les aspects de moi que je ne veux pas voir ». Et comme ces attentes ne sont pas exprimées, l'autre personne n'en a même pas conscience. Pourtant, la relation porte le poids de ces attentes au quotidien. Et un jour, sous ce poids, une fissure apparaît. Cette fissure vous détruit, car ce qui se fissure réellement, ce n'est pas la relation elle-même, mais la structure invisible que vous avez construite en vous à son sujet. Selon Jung, chacun possède une part d'ombre qu'il se cache à lui-même.
L'ombre est constituée d'émotions enfouies depuis l'enfance, en se disant « c'est inacceptable », de réactions refoulées, en se disant « je n'aurais pas dû ressentir cela » et de traits de caractère rejetés, en se disant « je ne veux pas être comme ça ». Colère, jalousie, sentiment d'inadéquation, peur de l'abandon, sentiment de ne pas être aimé, peur de perdre le contrôle. Tout cela s'accumule en nous comme une chambre souterraine au fil du temps. Et nous verrouillons la porte de cette chambre, nous y apposons un cadenas solide et nous jetons la clé le plus loin possible. Mais Jung dit « enfouir n'est pas détruire ». Ce que l'on refoule ne disparaît pas, cela devient seulement invisible. Et les choses invisibles continuent de croître dans l'obscurité de l'inconscient. Alors, comment cette ombre remonte-t-elle à la surface? C'est la question cruciale, car l'ombre ne se manifeste jamais directement. Si elle se manifestait directement, nous la verrions et la reconnaîtrions. Au lieu de cela, elle utilise une méthode bien plus subtile. Elle émerge à travers quelqu'un d'autre. Jung appelle cela la projection. Nous commençons à voir chez l'autre ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Lorsque nous ne reconnaissons pas notre propre jalousie, nous percevons les autres comme jaloux. Lorsque nous refoulons notre colère, nous qualifions les autres de trop agressifs. Lorsque nous ignorons notre propre sentiment d'inadéquation, nous nous focalisons constamment sur les défauts d'autrui. Et surtout, lorsque nous ne reconnaissons pas nos propres besoins insatisfaits, nous attendons de la personne que nous aimons le plus qu'elle les comble, silencieusement, sans dire un mot, mais avec une intensité bouleversante. Or, réfléchissons. Pourquoi infligeons-nous ce fardeau à la personne que nous aimons le plus? Parce que nous lui faisons confiance, parce que nous baissons nos défenses en sa présence, parce que nous sentons que nous pouvons être nous-mêmes dans cette relation. Et c'est précisément dans ce moment de vulnérabilité que l'ombre remonte silencieusement à la surface. Nous la percevons comme une personne idéale, mais en réalité, lorsque nous la regardons, nous voyons une part de nous-mêmes, la part de nous que nous voulons être, ou celle que nous craignons le plus. Parfois les deux. C'est pourquoi, lorsque cette personne nous déçoit, notre réaction semble disproportionnée, car cette réaction ne se limite pas à l'instant présent. Elle renferme tout ce qui a été refoulé pendant des années. Chaque mot que nous n'avons pas pu prononcer pendant des années, chaque peur que nous avons ignorée pendant des années de besoins insatisfaits. Et à cet instant précis, comme si un barrage cédait, tout jaillit de ce point de rupture. C'est pourquoi l'amour ressemble parfois à l'arme la plus acérée. Cette arme n'est pas réellement entre les mains de cette personne. Elle est faite de ce que nous avons accumulé en nous. Et sans nous en rendre compte, nous l'avons placée devant la personne en qui nous avons le plus confiance. Mais il est également important de comprendre ceci. Ce mécanisme de projection ne nous rend ni faibles ni imparfaits. C'est la façon dont l'esprit humain se protège. Enfant, nous devions refouler certaines de nos émotions car les ressentir n'étaient pas sans danger à l'époque. Peu être que manifester de la colère signifiait une punition. Peu être que pleurer était considéré comme une faiblesse. Peu être qu'avoir besoin de quelque chose comportait le risque d'être abandonné. L'esprit de l'enfant a alors pris une décision extrêmement astucieuse. Je ne ressentirai rien. Je ne refoulerai rien. Je cacherai tout. Cette décision était une stratégie de survie à ce moment précis. Le problème, c'est que nous avons grandi. Mais cette stratégie fonctionne encore. Même si le danger a disparu, même si nous sommes désormais en sécurité, ce mécanisme automatique de refoulement reste actif. Et à mesure que nous l'enfouissons, l'ombre grandit. Plus elle grandit, plus elle cherche à s'exprimer. Et elle refait surface dans nos relations les plus vulnérables, aux moments les plus inattendus. Comme le disait Jung, n'essayez pas d'éliminer votre ombre. Reconnaissez-la, car une ombre non reconnue vous gouverne. Une ombre reconnue vous donne du pouvoir. Et cette prise de conscience transforme non seulement cette relation, mais aussi votre relation à vous-même, pour toujours. Entre nous et ceux que nous aimons, il existe un contrat tacite, non verbal, non négocié, et pourtant profondément réel. Les termes de ce contrat ne sont pas écrits sur le papier. Ils ne sont jamais prononcés à voix haute. Mais ils sont inscrits en nous, dans les tréfonds de notre subconscient, de manière extrêmement claire et inflexible. Ils doivent me comprendre. Ils ne doivent pas faire les mauvais choix à ma place. Ils ne doivent jamais me laisser seul. Ils ne doivent pas me décevoir. Quand ils sont avec moi, ils doivent être vraiment présents. Et être le plus fort de tous. Ils doivent m'aimer sans que j'aie besoin de le leur dire. Nous n'avons jamais exprimé ces attentes à l'autre personne, car les exprimer revenait à admettre notre besoin.
Et admettre un besoin comportait le risque d'être rejeté. C'est pourquoi nous sommes restés silencieux. C'est pourquoi nous avons attendu. C'est pourquoi nous avons espéré. Ils comprendront. Et quand l'autre personne ne comprenait pas, nous lui donnions l'impression d'avoir rompu ce contrat invisible. Mais cette personne ignorait l'existence d'un contrat qu'elle avait signé. On les a accusés d'avoir enfreint des conditions dont ils ignoraient l'existence. Leur relation a été ébranlée par une rupture dont aucun des deux ne comprenait pleinement la cause. Jung a très clairement perçu ce mécanisme. Les attentes sont puissantes dans la mesure où elles sont inconscientes. Une attente non éveillée échappe au contrôle de la conscience. Cette attente inconsciente impose un fardeau silencieux mais destructeur à la relation. D'où viennent donc ces attentes? Pas seulement de cette relation, de notre enfance, de nos premières expériences d'attachement, de la façon dont notre mère ou notre père nous ont traités ou non. Si vos besoins n'ont pas été comblés durant votre enfance, vous chercherez inconsciemment, à l'âge adulte, quelqu'un pour les combler. Si vous n'avez pas reçu d'amour inconditionnel durant votre enfance, vous vous attendrez à un amour inconditionnel à l'âge adulte. Si vous avez été abandonné durant votre enfance, vous rédigerez, à l'âge adulte, un pacte pour ne plus être abandonné, sans jamais le révéler à personne. Et il faut bien comprendre ceci. Combler ces attentes est presque impossible pour l'autre personne. Car ces attentes ne sont pas dirigées vers une personne réelle. Elles sont dirigées vers ce vide intérieur que vous ne voulez pas combler. Une personne réelle ne peut guérir complètement les blessures de votre enfance. Une personne réelle ne peut pas toujours être présente au bon moment, de la bonne manière. Une personne réelle doit exister avec ses propres parts d'ombre, sa propre lassitude, ses propres limites. Mais nous attendons d'elle qu'elle soit sans limite, conformément à ce contrat invisible. Et un jour, inévitablement, nous nous heurtons à cette limite. À cet instant, nous ressentons à la fois de la colère et un profond sentiment de désespoir. Car une voix intérieure nous dit « Je t'ai aimé selon ce contrat ». Et cette même voix accuse l'autre « Tu as rompu le contrat ». Pourtant, la vérité est que ce contrat n'a jamais été juste. Il n'a jamais été réaliste. Et surtout, il n'a jamais été discuté. C'est pourquoi la personne que nous aimons le plus nous blesse le plus. Parce que nous avons placé en elle les plus grandes attentes. Et de grandes attentes impliquent une grande vulnérabilité. Ce n'est pas un défaut, c'est une vérité qui exige une prise de conscience. Et il est également nécessaire de comprendre ceci. L'aspect le plus douloureux de ce contrat invisible est que la personne qui l'a établi n'en est souvent pas consciente elle-même. Vous n'avez pas consciemment créé cette attente. Vous ne vous êtes pas levé un matin en vous disant « Aujourd'hui, je vais rédiger ce contrat ». Ces attentes se sont accumulées silencieusement, couche après couche au fil des années. À chaque déception, une nouvelle clause s'ajoutait. À chaque besoin insatisfait, le contrat s'épaississait un peu plus. Et sans vous en rendre compte, vous avez présenté ce contrat à la personne en qui vous aviez le plus confiance. Par conséquent, vous blâmer ne brisera pas ce cycle. Au contraire, la culpabilité rend ces attentes encore plus invisibles, car dire « j'attends la mauvaise chose » ne signifie pas que ces besoins n'existent pas. Ces besoins sont réels. Cette soif est réelle. Mais Jung dit « vous devriez être la première personne à combler ces besoins. Attendre que quelqu'un d'autre vous complète, c'est abandonner votre intégrité au monde extérieur. Et tout ce que vous abandonnez peut un jour vous être repris. Ainsi, mettre ce contrat invisible sur la table ne met pas fin à la relation. Au contraire, c'est établir la relation sur ses véritables fondements pour la première fois. Demandez-vous, qu'est-ce que j'attends de toi et d'où vient cette attente? C'est la chose la plus honnête que vous puissiez faire envers vous-même et envers votre relation. Nous en venons maintenant à la question principale, et c'est être la question la plus troublante de cette vidéo. Pourquoi certaines personnes éprouvent-elles la même douleur tout au long de leur vie, avec différentes personnes, à différents moments, dans des circonstances différentes? La personne change, l'environnement change, l'âge change. Mais la texture de la douleur, sa forme, la marque qu'elle laisse, restent toujours les mêmes. Toujours le même sentiment d'abandon. Toujours le même sentiment de trahison. Toujours la même question. Pourquoi toujours moi? Et la plupart des gens appellent cela la chance. C'est mon destin. Ou je choisis les mauvaises personnes. Mais Jung ne parle pas de coïncidence. Il parle de la boussole de l'inconscient. Voyez les choses ainsi. L'inconscient cherche à achever chaque expérience inachevée. C'est l'une des pulsions les plus fondamentales de la psyché humaine. Si vous avez été abandonné affectivement par un parent durant votre enfance,
Cette expérience reste un dossier ouvert au plus profond de votre esprit, non clos, non résolu. Et l'inconscient cherche constamment une occasion de clore ce dossier. Mais comment s'y prend-il? En recréant la même dynamique. Cela vous attire vers des personnes émotionnellement distantes. Cela vous entraîne dans des relations qui se dérobent juste au moment où vous pensez leur avoir accordé toute votre confiance. Cela vous pousse dans des situations qui vous feront revivre cette douleur familière. Pourquoi? Parce que l'inconscient espère « cette fois, ce sera différent. Cette fois, je vais enfin résoudre cette affaire. Cette fois, je ne serai pas abandonné. Cette fois, je serai choisi. » Mais tant que cette dynamique reste inchangée, le résultat ne changera pas non plus. Et le cycle recommence. Comprenez bien ceci. Cela ne fait pas de vous quelqu'un qui fait de mauvais choix, qui est insensé ou faible. Au contraire. Cela révèle l'existence d'un besoin profond en vous, qui ne demande qu'à être comblé. Et ce besoin continuera de vous contrôler tant qu'il sera ignoré. Car les besoins refoulés ne sont pas des besoins réduits au silence. Ce sont des besoins redirigés. Et cette nouvelle orientation se manifeste souvent au moment où on s'y attend le moins, dans la relation où l'on est le plus vulnérable. Jung appelle cela un schéma récurrent. Rompre ce schéma ne se fait ni en faisant des choix plus judicieux, ni en renonçant à aimer. Ce schéma ne se brise que lorsqu'on en examine la racine. La racine est la suivante. Quel besoin n'a pas été comblé? Quelle blessure n'a pas guéri? Quel sentiment n'a pas été accepté? Se poser ces questions n'est pas chose facile. L'ego résiste. Le problème n'est pas dans le passé, il est dans le présent, dit-on. Le problème ne vient pas de moi, il vient d'eux, dit-on. Mais cette résistance indique précisément où se trouve la réponse. Car là où nous résistons le plus, c'est souvent là où nous avons le plus besoin de guérison. Et c'est pourquoi la même douleur se répète. Parce que la douleur porte un message. Elle dit « il y a encore quelque chose à voir ». Elle dit « il y a encore quelque chose à accepter ». Et tant que vous n'entendrez pas ce message, la vie vous le répétera sans cesse à travers la voix d'une autre personne, une autre relation, une autre rupture. Jusqu'à ce que vous vous arrêtiez, que vous vous tourniez vers l'intérieur et que vous écoutiez vraiment ce message. Il est également important d'ajouter que la prise de conscience de ce schéma récurrent crée souvent une rupture en soi. Car lorsqu'une personne se demande « Pourquoi est-ce que je ressens toujours la même douleur ?» elle cherche la réponse à l'extérieur. Mais dès qu'elle comprend que la réponse est en elle, elle éprouve à la fois un profond malaise et un étrange soulagement. Le malaise vient de « alors cela venait de l'intérieur ». Le soulagement vient de « alors cela dépend de moi ». Car on ne peut pas changer ce qui est extérieur à soi. Mais on peut au moins comprendre ce qui est intérieur. Et la compréhension est le premier pas vers la transformation. Jung disait « voir le schéma ne le fait pas disparaître, mais ne pas le voir le perpétue indéfiniment. Cette différence est cruciale. Voir ne vous sort pas immédiatement de ce cycle, mais voir vous sort de la passivité qui y règne. Maintenant, vous savez ce qui se passe. Maintenant, vous pouvez dire « cela me semble familier ». Maintenant, vous pouvez vous demander « d'où vient cette sensation ?» Et cette question, cette simple question, commence lentement, strate après strate, à dévoiler un schéma qui s'est accumulé au fil des années. Ce n'est pas un processus rapide, ce n'est pas une prise de conscience instantanée. Mais commencer change tout, car la douleur récurrente n'est pas une punition. La douleur récurrente est une voix qui n'a pas encore été entendue. Et lorsque vous décidez d'écouter cette voix, la vie commence à vous révéler une autre facette. Et maintenant, nous arrivons peu à être au point le plus important de cette vidéo. Car ce que nous avons décrit jusqu'ici est un diagnostic. Nous avons vu l'ombre, nous avons vu la projection, nous avons vu le contrat invisible, nous avons vu le schéma récurrent. Mais le diagnostic seul ne guérit pas, le diagnostic ne fait qu'indiquer la porte. La vraie question est, comment franchir cette porte? La réponse de Jung se trouve au cœur même du processus d'individuation, l'intégration. L'intégration ne consiste pas à détruire ce que vous avez refoulé. L'intégration consiste à accepter ce que vous avez refoulé. Il s'agit de reconnaître la part de soi que l'on ne veut pas voir, en disant « cela fait aussi partie de moi », comme une composante du tout. Et cela paraît simple. Mais en pratique, c'est peut être l'acte le plus courageux qu'une personne puisse accomplir, car l'ego résiste toujours. Il dit « je n'ai pas ça ». Il dit « je ne suis pas ce genre de personne ». Il dit « ce sentiment ne m'appartient pas ». Plus la résistance est forte, plus l'ombre s'enfonce. Alors, comment commence l'intégration? Par une question, mais pas une question ordinaire. Par une question honnête, introspective et sans jugement.
Qu'est-ce que cette personne a déclenché en moi? Et que me révèle cette réaction? Se poser cette question ne consiste pas à justifier l'autre, mais à être honnête avec soi-même. Car un déclencheur laisse toujours une trace, et cette trace révèle toujours quelque chose. Si le départ de quelqu'un vous affecte profondément, c'est qu'il y a en vous une blessure d'abandon non résolue. Si le fait d'être ignoré vous perturbe autant, c'est qu'il y a en vous un besoin insatisfait d'être vu. Si la réussite de quelqu'un vous dérange autant, c'est qu'il y a en vous un problème d'estime de soi non résolu. Un déclencheur n'est pas une faiblesse. Un déclencheur est une boussole. Et suivre cette boussole ne vous éloigne pas des autres. Cela vous rapproche de vous-même. Il faut aussi aborder ce point. L'intégration n'élimine pas la douleur. S'attendre à cela ne fera qu'engendrer davantage de déception. L'intégration transforme la douleur en compréhension. Elle crée une carte au cœur du chaos. Et grâce à cette carte, vous avancez avec beaucoup plus de conscience sur ce même terrain. Vous savez où vous allez trébucher. Vous prenez conscience de l'origine de chaque émotion. Désormais, lorsqu'un élément déclencheur vous saisit, vous pouvez faire une pause avant de vous laisser submerger. Et cet instant, cette simple pause change tout, car à cet instant, vous devenez observateur et non plus réactif. Un observateur est quelqu'un qui a le choix, et c'est précisément l'essence de tout l'enseignement de Jung. Rendre l'inconscient conscient vous donne la liberté de choisir. Ce qui semble être le destin devient en réalité des choix à la lumière de la conscience. Mais c'est facile à dire. C'est beaucoup plus difficile à vivre, car l'intégration n'est pas un processus linéaire. Elle se fait par étapes. Parfois, on part avec les meilleures intentions et on se retrouve à réagir de la même manière. Et à ce moment-là, le piège de la pensée « je ne changerai jamais » se présente. Mais Jung nous rappelle, l'ombre s'est accumulée au fil des années. S'attendre à ce que tout disparaisse instantanément est illusoire. L'important n'est pas de s'effondrer à chaque recul. L'important est de pouvoir se demander pourquoi cela est-il arrivé lorsqu'on tombe. Car chaque chute est une nouvelle donnée. Chaque déclencheur est une nouvelle occasion de comprendre. Et chaque compréhension nous rend un peu plus libres qu'avant. Voilà ce qu'est l'intégration. Non pas un moment d'illumination soudaine, mais l'accumulation de petits moments d'honnêteté et de courage. Et l'aspect le moins abordé de l'intégration peut être celui-ci. Ce processus ne fait pas de vous une personne plus parfaite, il fait de vous une personne plus entière. Et l'unité est bien plus puissante que la perfection. Car la perfection se construit en niant son ombre, mais l'unité s'acquiert en acceptant son ombre. Une personne qui connaît son ombre n'a pas besoin de se défendre, car elle n'a plus rien à cacher. Une personne qui connaît son ombre est moins ébranlée par les actions des autres, car ces actions ne touchent plus la blessure invisible en elle. Et une personne qui connaît son ombre ne cesse pas d'aimer, mais elle aime différemment, avec moins d'attente, avec plus de conscience, avec moins de contrats tacites, avec une connexion plus authentique. C'est précisément ce que disait Jung. L'intégration ne vous coupe pas de la vie. Elle vous y connecte plus profondément, car vous comprenez désormais que vous et l'autre personne êtes réels. Réels, non idéaux. Et la réalité est un fondement bien plus solide que l'idéal. Les relations bâties sur ce fondement sont façonnées non par des contrats tacites, mais par des besoins humains visibles, exprimés et reconnus. Et dans ces relations, la douleur ne disparaît pas complètement, mais elle ne vous contrôle plus, vous la comprenez. Et ce que vous comprenez ne peut plus vous détruire de la même manière. Maintenant, un instant. Revenons en arrière. Dans cette vidéo, nous avons vu tant de choses ensemble. Nous avons vu l'ombre. Nous avons vu la projection. Nous avons vu des contrats invisibles. Nous avons vu des schémas récurrents. Nous avons parlé d'intégration et peut-être, en lisant ou en écoutant tout cela, quelque chose s'est éveillé en vous. Un nom vous est être venu à l'esprit. Un souvenir, un sentiment que vous portez en vous depuis des années sans jamais pouvoir le nommer. C'est précisément ce que cette vidéo cherche à vous transmettre. Car toute idée qui ne reste pas une simple information mentale, qui touche quelque chose en vous, est le germe de la transformation. Et nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Peut être à la question la plus importante. Que se passe-t-il après avoir vu tout cela, après avoir reconnu l'ombre, après avoir remarqué le schéma, après avoir fait le pas vers l'intégration? Comment une personne change-t-elle? La réponse de Jung à cette question se résume en un seul mot, inébranlable. Mais ce mot n'a pas le sens que la plupart des gens lui attribuent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Car ceux qui se posent cette question
ne cherchent pas seulement à comprendre leurs propres souffrances, ils cherchent à se comprendre eux-mêmes. Et ceux qui aspirent à la connaissance de soi seront inévitablement confrontés un jour à cette question: que signifie être inébranlable? La plupart des gens conçoivent l'inébranlabilité comme une armure, des murs épais, des portes closes. La décision: je ne laisse plus personne entrer. Le vœu: je ne fais plus confiance à personne. La défense: je ne suis plus aussi attaché à personne. Et après avoir érigé ces murs, ils se sentent: maintenant, je suis en sécurité. Mais Jung demande: qui vit derrière ces murs? Si les mêmes peurs, les mêmes blessures non guéries, les mêmes accords tacites persistent, ces murs ne vous protégeront pas du monde extérieur. Ils vous emprisonneront. La véritable inébranlabilité n'est pas une armure. La véritable inébranlabilité est clarté. Et la clarté signifie voir ce qui se passe, identifier ce qui est déclenché, reconnaître l'origine de chaque émotion. Et après avoir vu tout cela, vous pouvez encore choisir. Choisir de faire une pause plutôt que de réagir. Vous choisissez de comprendre plutôt que de blâmer. Vous choisissez de rester plutôt que de fuir, ou de poser des limites lorsque c'est nécessaire. Ce choix ne découle pas d'une absence d'émotion. Au contraire, il découle d'une capacité à ressentir l'émotion beaucoup plus profondément. Mais cette émotion ne vous emporte plus. Vous la voyez. Et ce que vous voyez ne peut plus vous contrôler. Jung dit: quand on ne rend pas l'inconscient conscient, il nous dirige, et on appelle cela le destin. Réfléchissez à cette phrase. Combien de fois avez-vous dit « c'est mon destin » ? Combien de fois avez-vous dit « je rencontre toujours des gens comme ça » ? Combien de fois avez-vous dit « c'est ma malchance » ? Pourtant, ce que vous appeliez destin était très probablement la guidance silencieuse, mais déterminée de l'inconscient. Cela ressemblait au destin parce que vous ne le voyez pas. Mais quand vous commencez à le voir, cela cesse d'être le destin. Cela devient un choix. Et une personne qui se trouve à un point de choix n'est plus une victime. Elle est désormais consciente. Et une personne consciente n'a pas à ressentir la même douleur avec la même intensité. Il est important d'aborder ce point. La persévérance ne signifie pas la fin de la souffrance. Ne vous leurrez pas. La personne qui vous aime le plus vous blessera encore de temps en temps, car elle aussi est humaine. Elle aussi tente de vivre avec ses propres parts d'ombre, sa propre lassitude, ses propres limites. Mais désormais, la façon dont cette souffrance vous consumera sera différente. Cette douleur ne vous frappera plus au point le plus vulnérable, car vous avez vu, reconnu et accepté cette vulnérabilité. Une blessure reconnue ne saigne plus de la même manière. Et nous en revenons à la question posée au début de cette vidéo. Pourquoi la personne qui vous aime le plus vous blesse-t-elle le plus? Parce que c'est dans cette relation que vous êtes le plus vulnérable. Parce que vous avez placé vos espoirs les plus profonds en elle. Parce que cette relation est le terrain le plus fertile pour que vos parts d'ombre refassent surface. Mais maintenant, vous comprenez aussi ceci. Ce n'est pas une malédiction. C'est en réalité une opportunité. Cette douleur révèle une part de vous qui aspire à être vue. Cette blessure désigne un point qui ne demande qu'à guérir. Ce schéma récurrent révèle une chaîne qui ne demande qu'à être brisée. Et vous voici arrivé au terme de cette vidéo. Cela signifie que vous souhaitez saisir cette opportunité. Clarté, pas armure. Conscience, pas mur. Transformation, pas fuite. Lorsque vous aurez compris cela, vous éprouverez peu être encore de la colère envers cette personne. Mais vous ne serez plus sous son emprise. Cette relation ne vous définira plus. Cette douleur ne vous arrêtera plus. Car maintenant vous savez ce qui s'est passé. Et celui qui sait ne peut plus être détruit de la même manière. Écrivez ceci dans les commentaires. Je connais mon ombre. Cela peut paraître une simple phrase, mais c'est un engagement. Et toute transformation commence par un engagement. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci